Bien sûr, c'est possible, c'est même souhaitable parce que c'est ce qu'il faut pour mieux vivre. Mm. Il ne faut pas hésiter à se faire accompagner là-dessus. Enfin, moi, je me suis vraiment fait accompagner beaucoup et par beaucoup de praticiens avec des pratiques très différentes. Mm. Il ne faut pas hésiter parce qu'on gagne un temps fou déjà, on gagne en qualité de vie et puis surtout on gagne en libération et en réalignement. Bonjour à toutes, je suis Alexandra Portail, ton hôte sur ce podcast. Bienvenue sur Éclosion par Hygiène de Vie Podcast. Si tu es arrivé par hasard, eh bien sache que le hasard n'existe pas. Et si ce n'est pas la première fois que tu entends cette introduction, c'est que tu es fidèle au podcast et je t'en remercie. Monologues ou discussions passionnantes entre personnes passionnées, santé au naturel, bien-être féminin, nature cyclique ou encore découverte de nouvelles approches et manières de voir les choses, voilà tout ce qu'incarne ce podcast. Je te donne rendez-vous tous les mercredis matins et parfois le samedi en bonus pour un moment frais en toute simplicité et authenticité et 100% naturel. Alors abonne-toi pour ne pas manquer les prochains épisodes. Dernière chose, si tu souhaites me soutenir et contribuer à faire pérenniser ce podcast, n'hésite pas à me partager ta note, ton commentaire, bref, à le partager autour de toi pour l'aider à le faire rayonner. Prête à plonger dans ce nouvel épisode ? Je te souhaite une très belle écoute. Hello, j'espère que tu vas bien. Te voilà sur le point d'écouter une nouvelle entrevue à deux voix. J'ai eu le plaisir d'accueillir Aurore, que tu connais peut-être sous le pseudo de Mangeuse Libre. Aurore a une vocation dans la vie, celle, et je la cite, de nous libérer durablement de la charge émotionnelle qui nous pèse et nous empêche de vivre la vie que l'on mérite de vivre. Si c'est pas beau ça. Rien qu'avec cette brève phrase d'introduction, je pense que tu as déjà cerné pourquoi j'ai souhaité qu'elle soit mon invitée aujourd'hui. Aurore est une femme resplendissante qui dégage la joie de vivre et qui m'a conquise par sa voix. Car oui, j'ai découvert Aurore grâce à son podcast Mangeuse Libre, que je t'invite d'ailleurs à aller découvrir, mais juste après cet épisode bien sûr. Je n'en dirai pas plus sur Aurore, elle sera bien mieux placée que moi pour se présenter. Mais quel est le menu du jour ? Tu vas le voir, j'espère que tu as faim, car ça va être copieux, gourmand et gourmet. De l'entrée au dessert, en passant par le trou normand, tu t'apprêtes à écouter un repas complet, réalisé à partir de mots et d'échanges d'agriculture raisonnée, brute et de saison. Dépendance à la nourriture, déblocage des compulsions, comment se libérer de ces compulsions, hyperphagie ou boulimie, en passant par la relation à la féminité, quel que soit son poids. Bref, un tas de sujets que j'ai adoré aborder avec Aurore. Mais juste avant, comme tu le sais, j'aime mettre l'une d'entre vous à l'honneur, toi qui as peut-être pris le temps de me partager un commentaire ou me faire part d'une de tes réflexions à la suite de l'écoute d'un épisode. Alors le voici, le voilà, l'instant dédicace. Place à Delphine qui m'a laissé son petit mot via ma page contact sur hygiènedevie.fr. Cela fait longtemps que j'ai envie de prendre contact avec vous, j'adore vos podcasts, je les écoute dans la voiture en allant à l'école de naturopathie. C'est un de mes passe-temps favoris. Je suis actuellement en reconversion professionnelle suite à ma maladie et je suis reconnaissante de ce qui m'arrive car cela m'a permis de m'éveiller et de rebondir. Eh bien, merci énormément Delphine pour ce très beau message et partage de vie. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de naturopathes ou futurs naturopathes à écouter le podcast Éclosion. Je suis ravie de pouvoir partager cette passion commune avec vous. Si toi aussi tu apprécies ce podcast et que tu souhaites le soutenir pour qu'il puisse toucher encore plus de femmes, je t'invite à le partager à une amie, voire à le noter sur Apple Podcast ou iTunes, ou encore à me partager ton avis et peut-être une question que tu te poserais à l'issue de ton écoute en allant sur l'article lié à cet épisode disponible sur mon site internet hygiènedevie.fr avec le chiffre 2. Et juste avant de te laisser avec ma conversation avec Aurore, eh bien je tenais juste à m'excuser éventuellement si tu entends un petit bruit de fond, car je ne sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, j'ai un champ de maïs en fait autour de moi, enfin j'en ai même 3 champs de maïs autour de moi,
Et la récolte du maïs a pris beaucoup de retard dû à un été peu estival et ils ont décidé de couper le maïs aujourd'hui, juste pendant l'enregistrement. Donc j'espère que ça ne s'entend pas trop, je ne pense pas car j'ai pris quelques dispositions, mais par avance, je m'excuse si il y a quelques petits bruits de fond, mais je ne pense pas que ça dérangera ton écoute, en tout cas je l'espère. Allez, assez bavardé, je te laisse rejoindre ma conversation avec Aurore. Belle écoute! Bonjour Aurore. Bonjour. Alors, pour commencer cet épisode, et quand j'ai une personne avec moi, parce que quand je suis toute seule, ça sert à rien que je pose cette question-là, bien entendu, j'aimerais te demander comment tu vas. Mais avant que tu me répondes «ouais, ça va», vraiment, comment tu vas, avec toute transparence et honnêteté envers nous et envers toi surtout. C'est vrai que je ne suis pas du tout habituée à cette question. Alors, comment je vais? Je pense que je vais 1 milliard de fois mieux que ces 3 dernières années qui ont été très compliquées pour moi. Donc, je crois que je peux te dire aujourd'hui que je commence à aller très, très bien. D'accord. Et aujourd'hui même, à l'instant T? Aujourd'hui même, je suis un peu fatiguée, mais c'est pour la bonne cause. En fait, je rentre, j'ai voulu prolonger l'été, donc je rentre d'un court séjour dans le sud. Et j'ai atterri il n'y a pas très longtemps, donc c'est une fatigue de retour de vacances. D'accord. Bon, c'est une bonne fatigue, ça va. Ah bah, c'est une fatigue de riche quand même, hein, pouvoir Hmm. prolonger l'été. Ouais. Non, ça va, je vais très bien. Tu Merci étais... beaucoup pour la question, Alexandra. Ben, je t'en prie. On pose souvent cette question, hein. C'est une question qui est très banale, j'ai envie de dire, malheureusement. Et Oui, les c'est vrai. réponses sont aussi très banales. Donc, moi, Bah, j'étais écoute, dans... c'est très très chouette. En tout cas, je suis ravie de t'accueillir sur mon podcast et je suis ravie d'être peut-être ta première tâche professionnelle de ton retour de vacances. Tu n'es pas la première, mais c'est Ah, plutôt cool comme tâche de faire un podcast. mais en tout cas, merci d'avoir accepté mon invitation avec autant d'enthousiasme quand je t'ai contacté la première fois. Euh, Avant d'entrer dans le vif du sujet, moi, encore une fois, quand j'ai une invitée avec moi, j'aime bien lui demander, pour se présenter un petit peu, mais de manière atypique, quel objet te représenterait le plus et pourquoi? Alors, tu m'as demandé de ne pas t'envoyer de trame auparavant, Oh, donc tu n'as pas pu j'adore. réfléchir à la chose, donc maintenant, débrouille-toi. Alors, sans hésitation, un carnet, parce que j'écris énormément. Je remplis plusieurs carnets, au minimum un grand carnet par an. Donc, un carnet. D'accord. Et Un carnet de tu y notes. mets quoi dedans? C'est un carnet où tu y mets ta to-do list, tes intentions, c'est un carnet de gratitude. Enfin, il y a plein de types de carnets qui existent ou Alors, de journal. Pour toi, il sert à quoi ce carnet? bah, j'ai commencé à écrire parce que j'avais une histoire un petit peu singulière, donc j'ai commencé par ça. Puis Mhm. après, en fait, je me suis rendu compte à quel point la littérothérapie, je crois qu'on appelle ça comme ça, était salvatrice. Et Mhm. du coup, j'écris sur des expériences de vie, j'écris sur des rencontres, et puis surtout, j'essaye d'écrire. Je lis beaucoup et Mhm. j'essaye d'écrire sur ce que j'ai appris de ces lectures. Donc, c'est une façon pour moi de résumer et de conserver ce que j'ai appris. Ah, c'est chouette ça. C'est vrai qu'on ne prend pas le temps des fois de faire un pas de recul sur les lectures que l'on fait et de se poser la question qu'est-ce que ça nous a vraiment apporté? Quelle interprétation personnelle on en tire aussi de chacune des histoires C'est que l'on ça, peut lire. Et donc, forcément, exactement. les enseignements que l'on décide d'en tirer aussi. Exactement. Donc je fais Intéressant. ça et à chaque fin d'année, je relis ce que j'ai écrit et ça me permet de voir ce en quoi j'ai évolué, ce qui a changé, ce qui bouge pas, etc. Hmm. Ça pourrait être un superbe livre d'ailleurs après aussi. Peut-être. D'accord, ok. Bah, écoute, merci pour ce bel objet. C'est vrai que j'ai déjà eu comme réponse un carnet, mais c'était plus un carnet de visualisation, de gratitude. Mais là, c'est la première fois on me parle de carnet et d'écriture de cette manière-là. Donc, c'est très D'accord. intéressant. Ok. Merci pour ce partage. Ben, je t'en prie. On va continuer à découvrir un petit peu plus qui est Aurore avant de rentrer dans le vif du sujet et du sujet pour lequel j'ai voulu t'inviter aujourd'hui sur le podcast. Mhm. Alors, pourrais-tu me dire justement qui est Aurore, ton parcours depuis ton enfance jusqu'à ce jour?
Ah ouais. Alors, tu peux omettre certains détails, hein, bien entendu, mais juste qu'on comprenne un petit peu, bah, peut-être quel enfant tu étais et puis quelle femme tu es devenue pour qu'on comprenne un petit peu voilà, l'histoire autour d'Aurore. La vie est pleine de surprises, hein. Je ne m'attendais pas à ce qu'on me pose cette question un mardi matin de retour de vacances. Alors, qui je suis? Enfin, j'ai été une enfant qui a eu une enfance un petit peu singulière, comme je te le disais. J'ai pas grandi. J'étais une enfant pas prévue, on peut dire ça comme ça. Pas prévue si tôt, en tout cas, par deux personnes qui n'avaient pas grand-chose à voir l'une avec l'autre. Et donc, j'ai pas été élevée par mes parents, j'ai été élevée par mon arrière-grand-mère, enfin par mes arrière-grands-parents, à la campagne, en Champagne. Ensuite, un peu plus tard, vers la fin de mon enfance, je suis revenue avec ma mère et j'ai continué de grandir avec ma mère et son conjoint, ma mère et mon beau-père. Et puis, j'ai eu un frère de qui je suis assez proche. Et j'étais une enfant assez taciturne. Et les lectures et l'écriture, déjà à l'époque, ça a vraiment été un échappatoire pour moi. J'étais voilà, très rêveuse, très rêveuse et très taiseuse. Alors ça a bien changé par contre. Donc je pense que j'étais une enfant peu sociable, plutôt qui se cachait et qui était cachée. Je pense que j'étais une enfant plutôt artiste, plutôt intelligente, mais complètement nulle dans les relations avec les autres enfants. Donc voilà. Et ensuite, je me suis beaucoup sociabilisée et je suis devenue quelqu'un de très sociable plutôt dans mon adolescence, quand j'ai changé de région. Oui, parce que je précise que je suis métisse, ça ne s'entend pas du coup dans le podcast, Mais ça se voit. euh, mais ça se voit. Et j'ai grandi dans un village où j'étais la seule métisse, donc ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple, et donc c'est vrai que ensuite retourner vivre enfin un peu plus tard dans mon enfance et pendant mon adolescence enfin en Île-de-France et dans un coin beaucoup plus cosmopolite, ça a été vachement plus simple. Et je pense que ça m'a aussi aidé voilà, à me socialiser, à être moins stressée, angoissée par les relations humaines. D'accord. J'étais une ado rigolote, mais très perturbée. Je pense que cette enfance, et je passe les détails de ce que j'ai pu traverser, m'a quand même bien marquée. J'ai longtemps travaillé dessus par la suite. Et j'étais une ado qui se sentait vraiment à part. Je me suis toujours sentie à part et donc je côtoyais plein de gens qui se sentaient aussi à part ou qui étaient un peu marginalisés. Mais en même temps, voilà, je ne sais pas si c'est très clair le fil conducteur de ce que je raconte. Absolument. Voilà. J'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait plein de trucs. J'ai fait de la musique, j'ai fait de l'équitation, j'ai fait des trucs de gamin, entre guillemets, classiques, voilà. Et puis j'ai fait une filière littéraire et je me suis dirigée vers des études de psychologie. Puis je me suis diplômée en psy à la fac de Nanterre. Puis après, je me suis dit, mais en fait, je ne sais pas si je veux être psy, moi. Donc, j'ai refait une école de commerce. Puis après, je me suis dit, bon, le commerce, c'est bien, j'en ai fait pendant à peu près 10 ans, mais l'humain, ça me manque beaucoup. Bah tiens, si je devenais coach. Donc là, je te le résume à mort. Mais je suis devenue coach ouais, 10 ans après avoir bossé, enfin, après avoir bossé pendant 10 ans dans le commerce, ou dans des métiers assez humains, relativement humains. Donc, je me suis certifiée en coaching, en hypnose et en plein d'autres trucs. Et puis, je me suis installée en cabinet en 2016-2017. Et j'accompagnais voilà, les gens sur des sujets assez génériques de développement personnel et de thérapie. Et puis, je me suis dit, il faut que je sois honnête avec moi-même. Ce qui m'intéresse le plus et ce pourquoi les gens viennent le plus me voir, c'est le rapport au corps et à la nourriture. Et donc, je me suis spécialisée sur ce sujet-là. Et c'est comme ça qu'est née Mangeuse Libre en début 2019. Donc, Mangeuse Libre, c'était au départ une newsletter quotidienne qui était super, mais qui m'a bien épuisée. Et puis ensuite, c'est devenu un podcast, puis des chroniques audio, et des chroniques audio sur Instagram, et puis des programmes d'accompagnement en ligne et en visio. Voilà.
Voilà D'accord. un petit peu mon parcours. Très, très, très résumé. Donc en fait, tu es un petit peu ce qu'on appelle une slasheuse, quoi. Ah bah totalement, Ouais. totalement. Alors même si on a toutes les deux des histoires totalement différentes, je retrouve quand même à travers ton histoire personnelle un fil rouge, un fil conducteur concernant mon histoire. Donc je comprends tout à Ah, fait c'est aussi dans drôle. l'esprit de voilà, c'est toujours les enfants. De toute façon, je pense que les enfants sont toujours un peu, c'est ce qui nous forge en tant qu'adultes et en même temps, c'est pas une période très simple à vivre l'enfance, je pense. L'adolescence, Non, non, c'est on a clair. tous effectivement un contexte après aussi plus ou moins facile, Oui, bien entendu. Mais quoi qu'il arrive, c'est quand même une période de développement d'une personne, d'un être humain, qui est extrêmement aussi dépendant de l'environnement et on peut bien sûr. devenir une personne totalement différente avec les mêmes gènes pourtant en fonction de l'environnement dans lequel on est et des situations auxquelles on peut faire face. Donc c'est Tout vrai à que ça fait. forge énormément. Ouais, ouais, ça forge. C'est important ensuite de savoir, de se faire accompagner, je pense. De toute façon, Ouais. c'est essentiel pour à peu près tout le monde, mais c'est important de savoir déconstruire. Et Mm. justement, ces gènes qui s'expriment aussi par l'environnement dans lequel on Mm. évolue peuvent tout à fait s'exprimer autrement en fonction de comment on choisit de les programmer ou de les déprogrammer ou de les Mm. reprogrammer. Donc, c'est important de ne pas juste s'enfermer dans une enfance difficile ou dans, Ouais. voilà, ou dans des traumas qu'on a pu vivre ou des histoires un peu singulières qu'on a pu vivre. Mm. Oui, ne pas forcément rester dans cette approche fataliste en Ouais, tout disant à fait. qu'on n'a pas eu de chance et que c'est foutu. Alors, Ouais, 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 on peut comprendre, il faut comprendre, je pense aussi pour faire des deuils, il faut aussi comprendre, mais pas forcément s'arrêter à ah oui, c'était à cause de ça. Bah voilà, ouais, voilà maintenant qui je suis. Non, il faut essayer de rebondir, même si c'est jamais simple et effectivement, bah, les parcours de vie sont jamais forcément toujours simples à vivre, mais c'est de rebondir et effectivement ne pas rester sur ah bah c'est foutu quoi. ouais, je pense qu'il faut un peu des deux. Je pense que Ouais. c'est important. Alors, ça peut paraître bizarre, ça peut paraître bizarre ce que je vais dire, mais c'est important pendant un temps, et je mets des guillemets dessus, mais de se victimiser au Mm. sens de comprendre qu'on a pu être victime, parce que c'est une forme de bienveillance et d'amour envers soi-même. C'est une forme de, voilà, de reconnaissance envers soi-même. Et puis après, il faut pouvoir passer ça et pas rester sur ce statut de victime toute sa vie. C'est assez nouveau d'ailleurs pour moi, c'est pour Ouais. ça que je me permets d'en parler. Mais c'est important voilà, de se réparer, de réparer ce qui peut l'être, et puis voilà, de go, on avance. Mhm. Ouais, absolument. Euh, c'est marrant parce que tu as abordé un mot, tu as employé un mot qui est le terme déconstruire. Mhm. Et alors, j'ai l'impression, je me suis rendu compte il y a très peu de temps que je prenais beaucoup de plaisir en fait à une chose dans la vie, c'était à déconstruire. C'est cool, c'est Mais cool. même dans je suis en plein chantier et ce que je préfère faire, c'est arracher les choses plutôt que poser Mhm. les nouvelles choses. Ouais, je comprends tout Bref, à fait. même dans les croyances et choses comme ça, en fait, je prends beaucoup de plaisir à remettre en question plein de choses, pas pour être la rebelle de service, mais Mhm. juste pour me dire, c'est en déconstruisant que je comprends mieux et que je peux reconstruire par-dessus, quitte Et des bien fois à sûr. reconstruire exactement la même chose qui était présente Ouais, avant, ouais, mais je à ma comprends. manière pour me l'imprégner, un peu comme on pourrait, je ne sais pas, s'imprégner, enfin, faire un dessin et on le refait à notre façon pour se l'imprégner ou réécrire un cours pour Complètement. mieux le mémoriser. Et donc, cette notion de déconstruction, je pense que, alors après, ça dépend, je ne dirais pas que la déconstruction est nécessaire pour tout le monde, après, ça dépend, mais moi, je sais que ça a été quelque chose qui m'a beaucoup aidée et j'ai enfin pris conscience que j'aimais ça aussi, pour après mieux reconstruire par la suite. Ouais, je comprends tout à fait et j'adhère complètement à ça. Bon, merci beaucoup déjà pour Aurore pour savoir, voilà, on sait un peu plus qui tu es maintenant et on a un peu plus le ton de cet épisode. Donc pour mettre un petit peu de contexte, moi je t'ai découverte justement, tu en as parlé grâce à ton podcast Mangeuse Libre. Je Mhm. t'ai découverte il n'y a pas si longtemps que ça, je pense que ça fait moins d'un an, mais et c'est grâce à qui? C'était grâce, je crois, à Julie Rojon, une naturopathe que tu as Oui, invitée sur ouais, ton podcast et que je vais recevoir la semaine prochaine d'ailleurs. cool. Euh, et c'était sur la notion d'alimentation émotionnelle. Ouais. Et donc, du coup, moi, j'ai découvert ton podcast, pardon, et je l'ai dévoré. Je pense que j'ai écouté tous les épisodes en une semaine, même pas. C'est trop cool. Donc, voilà, c'était vraiment, j'ai adoré. Donc, je vous invite à aller découvrir le podcast d'Aurore à la suite de cet épisode, bien entendu.
Et du coup, j'ai mis un petit peu de temps, mais j'ai souhaité vraiment t'inviter sur le podcast parce que tu as développé une expertise, pardon. En tout cas, c'est l'impression que que je ressens autour Oui, de la dépendance à l'alimentation, les ouais, compulsions alimentaires et que tu y lis aussi l'aspect émotionnel qui est finalement souvent la source originelle de cette relation parfois un peu tyrannique que l'on ouais, entretient avec notre assiette. Et que finalement, ouais, la notion d'alimentation et d'assiette n'est qu'une conséquence et un symptôme de quelque chose de bien plus profond. ouais, c'est souvent le cas, oui. Et c'est vrai que moi, dans mon métier en tant que naturopathe, même si je ne suis pas diététicienne, j'ai beaucoup de personnes aussi qui viennent pour manger mieux, pour perdre du poids, etc. Mhm. Mais en fait, qui font face à des situations bien plus profondes que la simple volonté de perdre du poids en termes de santé, mais plus pour d'autres choses. Ou encore des personnes qui ont pris beaucoup de poids et qui n'arrivent pas derrière à s'en défaire parce qu'il y a d'autres choses également qui alimentent cette relation un peu conflictuelle avec leur assiette. Donc, c'est un sujet qui me tient très à cœur aussi par rapport aussi moi à mon passif. Mhm. Euh, et du coup, déjà pour commencer petit à petit à rentrer dans le sujet, moi j'avais une petite question, c'était d'où te vient ce nom de mangeuse libre justement? Et qu'est-ce que ça évoque pour toi? Qu'est-ce que ça représente? Ça m'est venu très très spontanément et très rapidement. Au départ, Mangeuse Libre n'était que le nom enfin, que je comptais donner à l'un de mes programmes, et d'ailleurs ça va prochainement être le cas. Mais voilà, ça m'est venu comme ça. C'était un programme qui permettait de se libérer de ce sentiment de dépendance qu'on peut avoir à la nourriture et tout ce qui s'ensuit, hein, compulsion, kilo émotionnel, alimentation de consolation, etc. Et puis je me suis dit, mais en fait, Mangeuse libre, c'est pas juste un nom de programme. Mangeuse libre, ça doit être ce que je fais. Et puis surtout, Mangeuse libre aujourd'hui, c'est un peu ce que je suis aussi. Alors même si je m'en détache parce que Mangeuse libre aujourd'hui est une entreprise, c'est plus moi en fait. Mangeuse libre, l'idée c'était mangeuse libre de toute forme de dépendance. Et finalement, pas seulement à la nourriture, parce que derrière ce sentiment d'attachement un peu pathologique qu'on peut ressentir vis-à-vis de la nourriture, il y a très souvent un attachement à autre chose, quelque chose qu'on n'arrive pas à laisser partir, que ce soit une personne, une histoire, une situation, un sentiment, etc. Donc derrière Mangeuse Libre, l'idée, c'est vraiment euh, replacer l'alimentation remettre l'alimentation à sa place, c'est-à-dire on mange pour vivre et pour bien vivre. Et ça passe bien sûr, c'est pas juste de l'alimentation utilitaire, hein, c'est se faire plaisir, c'est se faire du bien au corps, à l'âme, au mental, etc. Mais en tout cas, c'est être une mangeuse libre ou un mangeur libre, c'est une mangeuse qui n'est pas rattrapée par des choses qui la somment de manger, mais plutôt elle est libre dans le fait de pouvoir choisir ce qu'elle veut vraiment manger. D'accord. Et c'est quelque chose, toi, que tu as subi, je ne sais pas si c'est le bon terme, et que tu as vécu, cette notion de Ah peut-être oui, de mangeuse emprisonnée à mangeuse libre. bien sûr, bien sûr. Pourquoi c'est né Mangeuse Libre? C'est parce qu'à la base, c'est quand même mon histoire de vie. Mm. Alors c'est assez rare parce que souvent ça naît à l'adolescence, mais moi je suis devenue une mangeuse boulimique, hyperphage, à l'âge enfin entre 4 et 6 ans. Voilà, par rapport à ce que je vivais, par rapport à des traumas, à de l'anxiété, etc., j'ai trouvé le refuge dans la nourriture. Le problème d'ailleurs, je le rappelle là, c'est pas l'alimentation émotionnelle. Le problème, c'est quand l'alimentation émotionnelle devient le seul et unique refuge. Là, c'est le problème. Là, se crée ce lien d'attachement qui est beaucoup trop rigide. Mais sinon, l'alimentation émotionnelle, tout le monde le fait, tous les mammifères le font. Voilà, dès lors que bien sûr on a accès à la nourriture, et c'est quelque chose de sain, ça fait partie du self-care. Le problème, c'est quand on est emprisonné dedans, comme un drogué peut l'être à la drogue ou un alcoolique à l'alcool. Mm. Ça veut dire que c'est quand l'alimentation devient effectivement la seule soupape au final. Ouais, c'est ça en quelque sorte, et surtout quand on a le sentiment qu'on n'est plus maître de ce qu'on Mm. veut manger. C'est-à-dire quand on n'est plus maître, là, il y a un sujet.
C'est intéressant ce que tu dis. Je pense que ça peut permettre aussi un peu de déculpabiliser certaines personnes parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'alimentation émotionnelle comme étant justement la bête noire, en disant il ne faut pas souffrir, entre guillemets, d'alimentation émotionnelle parce que ce n'est pas bien. Mhm. Alors, on a de plus en plus conscience, effectivement, de la relation étroite entre l'alimentation et les émotions, mais justement, du coup, cette notion d'alimentation émotionnelle devient un petit peu la bête noire, alors que ce que tu sembles dire, c'est que on a tous, on pratique tous en fait l'alimentation émotionnelle et on ne peut pas ne pas le faire, ça fait partie de nous en fait. On est véhiculé, on est traversé par des émotions toutes les secondes. Manger, c'est aussi quelque chose que l'on fait très souvent dans notre journée. Et donc forcément, Mhm. il est complètement pertinent et complètement compréhensible que notre alimentation est forcément influencée par les émotions Bien sûr. que l'on traverse à l'instant T. Le Bien souci sûr. viendrait au moment où justement la seule manière de vivre nos émotions passe par l'alimentation. Tout à fait, c'est exactement ça. Et puis, pour rejoindre ce que tu dis, c'est très important. C'est-à-dire que je prenais l'exemple tout à l'heure de la drogue ou encore de l'alcool. Ce sont des choses desquelles, très concrètement, le corps peut, voire devrait, se passer. L'alimentation, non, on ne vit pas sans manger, il faut manger. Il y a autre chose que je voudrais dire aussi, c'est qu'il faut vraiment il faut adopter une posture de bienveillance et de compréhension. On vit dans une ère qu'on n'a jamais connue, avec des situations complètement folles, que ce soit en Occident ou ailleurs. Si la nourriture peut nous aider à traverser ce qu'on traverse, alors qu'elle nous aide. C'est un outil comme un autre pour vivre le mieux possible. Simplement, ça ne doit pas être le seul outil. Et puis l'idée, c'est de se reconnecter avec ce qu'on vit émotionnellement, psychiquement, avec ce qu'on traverse, parce que ces émotions, elles sont là pour nous communiquer des choses et il faut qu'on finisse par être prêt à l'accueillir, à les accueillir. Absolument. Et de ton côté, aujourd'hui, donc tu as dit que tu as eu voilà, des épisodes un petit peu conflictuels, une boulimie, l'hyperphagie. Mhm. Comment abordes-tu à l'heure actuelle ton poids, ton corps? Quelle Mhm. relation tu entretiens avec ce chiffre que l'on peut voir sur une balance et ton corps, justement? Alors, c'est assez récent, mais je ne me pèse plus. Je ne me pèse plus pour plusieurs raisons. Je ne me pèse plus parce que ce chiffre avait tendance à résumer un petit peu qui j'étais. Alors, je vais expliquer, je vais m'expliquer par rapport à ça. Je me souviens de périodes de ma vie et je suis capable de me dire quel poids je pesais à l'époque. Et je crois que ce poids influençait comment je me sentais dans ma vie à chacune de ces époques. Donc, j'ai choisi de traverser la vie sans plus dépendre de ce chiffre. Donc, le chiffre aujourd'hui, à peu près, parce que je le connais à peu près, il n'a pas dû trop varier. Je le trouve très élevé parce que j'ai pris du poids pendant ces fameuses 3 années que je décrivais au tout début du podcast, qui ont été extrêmement difficiles pour moi, sans doute les années les plus difficiles de ma vie d'adulte, puisque voilà, il y a eu des épreuves qui n'étaient vraiment pas évidentes. Et donc, j'ai pris du poids. Mais si tu veux, la différence avec avant, par exemple avec l'adolescente que j'ai pu être, c'est que je sais comment ce poids est né, je sais qu'il est en train de repartir, puisque je le sens dans mes fringues de toute façon, et je suis OK avec ça. Certes, c'est pas agréable de devoir acheter des vêtements plus grands, on va pas se mentir par rapport à ça, mais par contre, c'est OK. Je sais que mon corps, il avait besoin de ça, je sais que moi, j'avais besoin de ça, et c'est OK. Mon corps, il a été là pour m'aider avec ça. Donc, mon rapport à tout ça maintenant, c'est que le poids, mon poids exact, je le connais pas, je le connaîtrai si je vais chez le médecin, par exemple. L'apparence de mon corps, moi, j'aime plutôt bien mon corps. J'ai cette chance-là. Après, voilà, le fait d'avoir pris du poids, ça me fait un peu suer, mais je sais que ça se régule et c'est OK. Et puis, mon rapport à la nourriture, il est plutôt apaisé, quoi. Il est même très apaisé. Je sais quand je mange émotionnellement, je sais quand c'est pas le cas. Il y a des fois où je mange pas du tout. J'ai tendance à jeûner soit parce que la nourriture est secondaire pour moi, soit parce que j'ai envie de jeûner, soit parce que j'ai pas le temps de manger, je mangerai mieux plus tard. Enfin, j'ai un rapport qui est vraiment basique en fait à tout ça aujourd'hui. Et aujourd'hui, du coup, est-ce que tu as cette volonté de réguler ton poids, comme tu le dis, de retrouver un autre poids que tu estimerais peut-être un poids de forme, comme tu dis, avoir pris du poids? Est-ce que aujourd'hui tu as la volonté de maintenir ce poids parce que tu es OK avec ça et tu es complètement Mm. sereine? Ou est-ce que tu as Mm. cette volonté d'en perdre?
Je dirais pas volonté, je dirais intention. Et c'est très important de faire le distinguo entre les deux. Parce que si j'avais la volonté de perdre du poids, je me mettrais peut-être au régime, je ferais peut-être un rééquilibrage, je ferais peut-être plein de choses qui mettraient mon cerveau reptilien en alerte et qui feraient tout l'inverse. Donc c'est très important. Non, par contre, j'ai l'intention. En gros, j'ai posé l'intention de retrouver un poids qui me conviendrait mieux parce que là, en fait, typiquement, c'est un poids qui potentiellement peut me faire mal aux genoux ou peut m'essouffler. Moi, j'adore faire du sport et ça peut m'essouffler plus vite quand je fais du sport. Donc, je sais que c'est un poids qui est trop élevé pour moi. Mais par contre, j'ai l'intention de relâcher ce poids, je dirais, de relâcher ce poids, qui est un poids émotionnel. Mais c'est mon corps qui va faire le job. Moi, j'aide mon corps avec de l'amour, avec du mouvement, avec une alimentation à peu près, même si ça veut tout et rien dire, mais à peu près saine et équilibrée. Mais ensuite, c'est mon corps voilà, qui fait ce qu'il veut. Moi, je trouve que c'est illusoire d'aller se fixer un poids. Peut-être que c'est un discours que je tiens aujourd'hui, demain, je ne tiendrai pas le même. Mais en tout cas, je trouve que c'est illusoire de se fixer un poids et de croire qu'on va y aller et que ce ne sera pas une lutte et que ce ne sera pas contre comment dirais-je, le poids naturel du corps qui, de toute façon, va de lui-même vers ce qui est bon pour lui. Hmm. C'est super intéressant. Je trouve que tu as mis le doigt sur quelque chose, une petite pépite, parce que on parle de mangeuse libre et on peut aussi associer ça un petit peu au mouvement du body positif. Qui est un... enfin, je décris absolument pas, au contraire, hein, ce mouvement-là est incroyable. Si on peut apprendre à toutes les femmes à aimer leur corps, à s'aimer, pas que leur corps, à s'aimer tout simplement, quelle que soit leur morphologie et leur poids, tant mieux. Moi, j'ai eu j'ai eu une grosse relation aussi conflictuelle avec mon corps et mon poids. Donc, je ne peux que aller dans ce sens. Néanmoins, la chose, je trouve, qui aussi commence à naître, c'est que avec le mouvement body positive ou la notion de manger, enfin, être plein d'amour avec son corps, donc ne plus faire attention à ce que l'on mange, etc., peut derrière amener aussi à des personnes à culpabiliser parce qu'elles ressentent la volonté ou l'intention de vouloir perdre du poids parce qu'elles sentent qu'à l'instant T, elles ne sont pas complètement à l'aise, parce que peut-être qu'elles ont des douleurs, parce qu'elles n'arrivent pas à être en pleine santé et en pleine vitalité. Et parfois, justement, on arrive dans un courant inverse de je n'ose pas dire que j'ai envie, la volonté, l'intention de perdre du poids parce que je vais être mal vue. Je vais être tout de suite catégorisée dans la notion de TCA, d'anorexie, parce que j'ai envie de perdre du poids, par exemple. Et ce que tu viens de dire là, c'est que c'est pas du tout le cas, en fait. Pour le coup, c'est possible d'être à la fois une mangeuse libre, d'être à la fois d'éprouver plein d'amour pour son corps, d'avoir aussi la volonté de trouver un poids pour lequel en fait, tu te sentes à l'aise, en pleine vitalité, en pleine santé. Et aussi avec cette notion, cette nuance justement qui est super intéressante de faire en sorte que ce corps-là que tu chéris retrouve un poids qui lui semblera, lui, peut-être idéal. Mais tu vas le laisser, tu vas pas être dans cette volonté ou cette imposition de perte de poids, de restriction alimentaire, d'éviction qui pourrait lui faire souffrir justement, le faire souffrir, pardon. Alors, Pardon, je t'ai coupé. Vas-y, non, vas-y, c'est bon, c'est fini. Mon en temps fait, restait là. Essentiel, ce que tu viens de résumer, c'est vraiment essentiel. J'ose imaginer que l'aspect entre guillemets un petit peu gourou du body positive ou en tout cas l'aspect qu'on a peut-être mal compris du mouvement body positive sur ce côté, faut s'accepter tel que t'es, si tu veux maigrir, c'est que t'as pas compris le mouvement. J'ose espérer que ça s'essouffle, je l'ai beaucoup vu aussi, pour ne pas te mentir, avant de s'appeler Mangeuse Libre s'appelait bodypositive.fr. J'ai revendu ce nom de domaine parce que je n'adhérais plus à ce mouvement et parce que justement, il y avait un peu de ça qui me dérangeait. Je pense que l'amour de soi, il faut le voir avec un grand A. Et donc, il ne faut pas nier il n'y a pas pour moi, ce serait fou de pratiquer ce que j'appelle la fausse acceptation de soi, pour commencer. Et ensuite, si on se sent vraiment mal, on n'est pas dans l'amour, en fait. Je crois que l'amour, c'est essayer de se réaligner, mais par contre, se réaligner en se forçant, c'est pas de l'amour non plus. Donc c'est là où c'est délicat, c'est qu'il faut trouver un juste milieu pour se réaligner à un poids, je sais pas, à une image corporelle, à tout ce qu'on veut qui nous convienne,
Il faut accepter de le faire avec patience, il faut accepter de le faire en accompagnant son corps, il faut accepter de refaire confiance à son corps et c'est loin d'être facile. Mais c'est un travail, c'est le travail que je propose de faire avec Mangeuse Libre et ça peut se faire très rapidement, mais ça demande de lâcher plein d'idées préconçues. En tout cas, pour reprendre encore une fois mon cas personnel et le cas de pas mal des femmes que j'accompagne aujourd'hui, alors certaines n'ont pas de soucis de poids, mais les gens qui viennent vers moi ont vraiment un sujet avec leur poids. Elles savent que moi j'ai pris du poids et de toute façon elles l'ont vu, moi je m'en cache pas, et que ce poids ne me convient pas, mais donc il existe des manières très, très douces et bienveillantes de revenir à un poids qui nous convient mieux. Et c'est ça l'amour de soi, c'est pas de nier le fait qu'on n'est pas bien dans son corps, c'est pas de nier non plus le fait qu'on peut plus se voir en peinture. Étouffer l'émotion du fait qu'on peut plus se voir en peinture parce qu'on a pris du poids, parce qu'on n'arrive pas à en perdre, etc. Là non plus, c'est pas de l'amour de soi, c'est du déni. En tout cas, c'est mon point de vue. Ça n'est que mon point de vue. Oui, absolument. Et comme tu le disais, il y a aussi une différence entre penser qu'on éprouve de l'amour pour soi et vraiment éprouver de l'amour pour soi. Bien sûr. Et en fait, c'est dans la tête, tout simplement. C'est pour ça qu'il y a un gros travail aussi psychologique à réaliser parce que moi, je fais un peu le parallèle avec quelque chose qui est un petit peu différent, mais qui pourra peut-être parler. Bon, moi, pour les personnes qui m'écoutent, qui sont fidèles au podcast, elles vont encore écouter mon histoire, mais je vais le faire très rapide. Mais moi, j'ai donc une période pendant l'adolescence de troubles du comportement alimentaire avec de la boulimie suivie d'une grosse période d'anorexie mentale qui m'a fait perdre mon cycle pendant plusieurs années, de très très longues années. J'ai pris la pilule contraceptive, donc forcément ça a masqué cette perte de cycle, donc je n'ai pas pris conscience tout de suite que j'étais encore finalement atteinte de l'anorexie, que je souffrais encore d'anorexie mentale. Et pour autant, j'avais repris du poids. Et tout ça pour dire que j'avais beau avoir repris du poids, mais en fait, je n'avais pas retrouvé mon cycle parce que j'ai retrouvé mon cycle en fait uniquement le jour où j'ai profondément accepté mon corps et éprouvé de l'amour pour mon corps. Et ça paraît tellement impalpable, mais en fait, le résultat a été très concret puisque j'ai eu mon retour de cycle. Et tout ça pour dire qu'il y a une grande différence entre faire des choses et dire qu'on s'aime, reprendre du poids, etc., ou en perdre si c'est la volonté. Et puis derrière, profondément s'aimer, profondément accepter qui l'on est, puisque le cerveau, lui, on ne peut pas le duper, en fait. On ne peut pas le duper, et la preuve en est... Avec le corps. Exactement. Et donc, du coup, moi, je sais que j'ai... Et ça a été un des indices qui m'a mis la puce à l'oreille en disant, bah voilà, tu es en train de vraiment guérir, en train de vraiment t'accepter, puisque bah, finalement, une partie de ton cerveau a lâché prise et est d'accord avec ce que tu dis, en fait. C'est chouette. Alors moi, je ne connaissais pas pour le coup ton histoire. Ouais. C'est vraiment très, très chouette et très inspirant ce que tu dis. Et en fait, c'est là où en fait, les émotions viennent s'aligner avec les mots. Et les mots, c'est la volonté, c'est une partie de notre cerveau qui... Enfin, peut-être c'est le cerveau reptilien, il me semble, mais c'est la direction. Et puis derrière, il y a ce que profondément on ressent. Et des fois, on peut faire preuve de déni et pas être en accord profond, en fait. Or... Et c'est ça qui est important de trouver, c'est cet alignement vraiment Tout à fait. et pas se duper, quoi. Mais c'est pas simple hein, comme cheminement, mais c'est possible. Bien sûr, c'est possible, c'est même souhaitable parce que c'est ce qu'il faut pour mieux vivre. Il ne faut pas hésiter à se faire accompagner là-dessus. Enfin, moi, je me suis vraiment fait accompagner beaucoup et par beaucoup de praticiens avec des pratiques très différentes. Il ne faut pas hésiter parce qu'on gagne un temps fou déjà, on gagne en qualité de vie et puis surtout on gagne en libération et en réalignement. Et ça, c'est vraiment, ça n'a pas de prix. Retrouver cette joie, pas le plaisir, la vraie joie intrinsèque, c'est extraordinaire. Et comme tu le disais, effectivement, il n'y a pas une personne qui peut nous aider. C'est une multitude de thérapeutes, de médecins, de praticiens, une multitude de personnalités aussi. On peut très bien aller voir deux mêmes professions, enfin une même profession, mais chez deux personnes qui vont les vivre de manière différente. Et ça va être aussi deux approches qui vont être complémentaires et utiles. Donc c'est vrai que sur ce type de choses-là, c'est super intéressant c'est super intéressant de venir diversifier ces approches pour essayer d'aller creuser un petit peu toutes les facettes. Ouais, et d'ailleurs, je rebondis encore sur ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que souvent, j'ai des personnes qui viennent me voir et qui me disent
Aurore, tu es un peu mon dernier espoir. J'ai vu plein de gens avant, ça n'a pas marché. Je pense que tu es dans ce cas aussi, Alexandra, mais en fait, c'est vraiment, c'est pas que ça n'a pas marché, c'est que c'était des facettes et que peut-être, et je le souhaite, peut-être que mon approche ce sera la clé du trousseau. Tu sais, on dit que c'est souvent la dernière clé du trousseau qu'ouvre la porte, qu'ouvre la serrure. Mais en fait, en tout cas, tout a toujours apporté. Et même quand on a eu un mauvais ressenti, ça nous a quand même appris quelque chose. Et l'essentiel, c'est de pouvoir bien sûr se libérer in fine, mais c'est pas un seul praticien qui par magie va vous aider à retrouver toutes les ressources, etc. C'est vraiment un chemin. Moi, j'aime bien avoir cette image en tête que j'explique souvent. C'est il faut toujours faire un premier pas. Et là, c'est pareil. On peut toujours aller voir un premier praticien, une première profession. C'est la première porte. Mais si on n'ouvre pas cette porte-là, on ne pourra jamais rentrer dans la pièce et voir que derrière, il y a une deuxième porte à ouvrir, etc., etc., etc. Jusqu'à arriver au magnifique jardin ensoleillé. J'aime beaucoup cette image, c'est très chouette. Et c'est pas parce que la première porte ne nous a pas amené au jardin final qu'elle n'était pas utile, parce qu'au final, elle était primordiale, parce que sinon, on ne serait jamais arrivé à la deuxième pièce. Donc, voilà. Des fois, le chemin, il y a peut-être des fois différentes pièces à traverser, ça dépend des personnes, des situations, mais chacune des pièces va avoir son rôle à jouer. Bravo pour ta métaphore, je trouve ça très joli et je trouve ça très juste. Je te remercie. Alors du coup, on a parlé un petit peu de troubles du comportement alimentaire, mais il me semble que tu parles aussi de compulsions alimentaires. Peut-être que tu les dissocies. Il y a les compulsions alimentaires, il y a aussi l'hyperphagie, la boulimie, voire l'anorexie, qui sont plutôt considérés comme des troubles du comportement alimentaire ou des TCA. Est-ce que toi, tu différencies justement la compulsion alimentaire du TCA comme l'hyperphagie, la boulimie ou l'anorexie? Alors, c'est pas que je la différencie, je fais partie de celles et ceux qui pensent que la compulsion est à l'origine. S'il n'y avait pas de compulsion, je rejoins un peu je ne sais pas si tu connais l'auteur Catherine Hansen, qui a écrit Brain Over Binge, je le dis avec mon accent, mais c'est vraiment, je pense que s'il n'y a pas de compulsion, et d'ailleurs c'est assez logique, la boulimie et l'hyperphagie, ce sont des sommes de compulsions, que ce soit pendant le repas ou en crise hors du repas, et après qui sont compensées ou non. Mais initialement, il y a de la compulsion. Et la compulsion, qu'elle soit violente ou douce, entre guillemets, ça reste de la compulsion, ça reste obéir à une pulsion alimentaire. Donc, je pense que c'est bien de s'intéresser à la racine qui est le mécanisme de la compulsion. C'est ce que, en tout cas, je fais aujourd'hui avec le programme Mangeuse Libre, et de déconstruire, pour reprendre ce mot que tu aimes bien, déconstruire le mécanisme pour pouvoir créer d'autres mécanismes ou ne pas créer de mécanisme du tout. Ensuite, en parallèle, et là, du coup, je ne rejoins pas Catherine Hansen, je pense qu'il est important de regarder ce qu'il y a dans l'abcès ou dans le volcan, c'est-à-dire quelles sont les émotions engrammées qui sont toujours là, qui ne sont pas processées ou éliminées ou qu'on n'a pas laissé nous traverser, pour pouvoir les libérer. Parce que pourquoi est-ce que le cerveau nous propose de compulser? Peut-être pour faire face à des choses pas évidentes. Et donc, c'est quoi ces choses pas évidentes en fait? C'est quoi ce truc qu'on n'a pas digéré? C'est quoi ce qu'on garde? Tu vois, voilà, je pense que je vois deux axes. Je vois l'aspect mécanisme des compulsions et l'aspect libération émotionnelle. Et après, en parallèle, il y a ce qu'on appelle l'habituation des compulsions, qui crée une hyperphagie ou une boulimie chronique. Et donc là, il s'agit de voir comment est-ce qu'on se déshabitue de la boulimie et de l'hyperphagie. Et là aussi, c'est tout un travail parallèle. Alors quand je dis tout un travail, tout ça, ça peut aller très vite. Le plus important, je crois, c'est de se dire que face à deux situations égales, il y a des personnes qui vont développer des compulsions et d'autres non. Qu'est-ce qui fait qu'on développe des compulsions ou pas? D'accord. Et du coup, est-ce que tu as une réponse ou pas? J'ai quelques réponses, oui. Alors, ce serait un peu long de les dévoiler là, mais j'ai quelques réponses. J'ai des réponses à te donner par rapport au système de récompense au niveau du cerveau, par rapport à la dopamine, par rapport aussi à l'épigénétique.
comment fonctionnaient nos parents, nos aïeux, etc. Moi, encore une fois n'est pas coutume, si je prends mon propre exemple, il y a, même si j'aime pas utiliser ce terme, un terrain très addictif dans ma famille, que ce soit avec l'alcool ou avec la nourriture. Ça revient toujours de génération en génération. Donc, je ne me suis pas cachée derrière ça. Je sais pourquoi. En revanche, il a été plus facile face aux difficultés que j'ai pu connaître de me réfugier dans la nourriture plus que dans toute autre chose, l'addiction au jeu, la violence ou autre. D'accord. Donc, si je comprends bien, et je résume vraiment très, peut-être grossièrement, mais coupe-moi si je me trompe, la compulsion alimentaire, la compulsion alimentaire chronique peut amener derrière à des troubles du comportement alimentaire. Est-ce que c'est ça? Alors, je parle très peu de troubles du comportement alimentaire. En fait, pour moi, il y a plusieurs sujets là. D'accord. Le trouble du comportement alimentaire, mais encore une fois, c'est que mon parti pris, hein. C'est simplement un rapport troublé à la nourriture, un rapport qui s'est dérégulé ou dénormalisé. Il peut avoir plein de sources. Par exemple, ça peut être, alors très souvent d'ailleurs, de la restriction alimentaire. Quand on entre dans des phases de restriction alimentaire, quelle qu'elle soit, on peut générer de la compulsion. Et ensuite, on peut s'habituer à cette compulsion. Le cerveau s'habitue à la compulsion. La compulsion, ça n'est rien d'autre que le cerveau fait une proposition, le cerveau archaïque fait une proposition et on l'accepte ou on la décline. La proposition, c'est tiens, si tu mangeais, tu te sentirais mieux. Et plus on le fait, et plus ça renforce. Et donc, on peut entretenir comme ça un rapport troublé à l'alimentation de manière durable. C'est ce que j'appelle trouble du comportement alimentaire. Plein de médecins me taperaient sur les doigts, plein de gens ne tiennent pas ce discours, mais c'est mon parti pris de penser comme ça. Après, je pense que ça appartient à tout un chacun. Beaucoup de personnes ont vu naître leur compulsion souvent pendant l'adolescence. Je crois que c'est ton cas aussi. L'alimentation troublée à l'adolescence, je ne sais pas si ça a été lié à de la restriction, mais c'est souvent le cas. Pour ma part, ça n'a pas été le cas. Je suis devenue clairement boulimique. Vraiment, on peut parler de boulimie, alors non vomitive, bien sûr, à l'époque, mais entre 4 et 6 ans. Et je me revois vautrer dans cette alimentation de consolation à l'âge de 4 et 6 ans. Et je me rappelle même de ce que je ressentais. Je ressentais une immense anxiété qui était compréhensible, hein, bien sûr. Et j'ai commencé à manger parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. Et en mangeant, je me suis dit, mais en fait, je me sens vachement bien là. Et donc, évidemment, j'ai associé anxiété, manger, se sentir bien, et c'est devenu une boucle qui s'est renforcée avec le temps jusqu'à une grande partie de ma vie. Ok. De toute façon, généralement, il y a plusieurs maillons dans la chaîne. Moi, je sais que... Et puis, c'est très multifactoriel. Absolument. Moi, c'est plus récemment que j'ai compris un petit peu plus la genèse de mon anorexie. J'ai toujours pensé avoir été atteinte d'anorexie mentale depuis le début. Or, en fait, mon anorexie mentale s'est instaurée, comme tu le disais, c'est une restriction alimentaire. Mais en fait, la restriction n'a pas été à l'origine, n'a pas été la cause de la cause. Ce qui a engendré mon anorexie, c'est une période de boulimie, justement. Une boulimie non vomitive, donc qui m'a fait prendre énormément de poids, qui n'était pas dans ma nature à la base, mais voilà, par compensation, par consolation, par une période aussi un peu plus anxiogène dans ma vie, forcément, je me suis aussi réfugiée dans la nourriture. Et jusqu'à un moment où j'ai atteint un poids qui ne me correspondait pas. Qui me faisait souffrir aussi par rapport aux remarques que je pouvais avoir, etc. Et donc, forcément, la réponse que j'ai eue à ça, ça a été, en plus, période d'adolescence, ça a été de me mettre à faire des régimes. Je pense que j'étais la meilleure des connaisseuses de régime de mon environnement. Et forcément, je me suis habituée à cette restriction qui m'a derrière amené à l'anorexie mentale. Mais en fait, voilà, c'était finalement la dernière étape de ma relation avec l'alimentation. Mais c'est toujours un chemin qui est finalement qui est assez long. Les rapports conflictuels avec l'alimentation, c'est aussi compliqué de s'en rendre compte. On s'en rend compte souvent, je ne dis pas que c'est trop tard parce qu'on en guérit, on peut en guérir, etc. Mais moi, je ne me suis pas rendu compte quand j'étais en période de boulimie. Je me suis rendu compte quand j'ai perdu mon cycle, que j'ai perdu beaucoup de poids. Et c'est déjà la fin finalement. Et il y a pas mal de conséquences sur le corps. Du coup, toi, te concernant ta boulimie, comment tu t'en es finalement rendu compte? Quels ont été tes déclics qui t'ont fait prendre conscience qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas?
qui n'étaient pas sains finalement pour toi? Bah, c'était un peu comme toi, c'est-à-dire que quand j'étais gamine, je prenais pas vraiment de poids, même pas du tout, voire j'étais un peu comme un coucou. Donc, je mangeais, mais si tu veux, j'alternais déjà toute petite entre des périodes où je me suralimentais d'aliments très réconfortants, donc comme le chocolat, comme les bonbons, etc. Et puis des périodes où je me sous-alimentais, mais pas par volonté, juste parce que j'étais tellement angoissée que je ne pouvais pas manger. Donc voilà, j'étais dans cette alternance et un peu contre toute volonté, mon poids se régulait comme ça. Donc c'était pas un comportement sain, mais le poids se régulait, donc j'en prenais pas. Et puis aussi pour d'autres raisons, c'est que euh, mon cerveau, alors je ne vais pas le détailler, mais faisait en sorte que je ne prenne pas de poids, et ça c'est lié aussi à plein d'autres choses. Donc je te parlais d'épigénétique, mais également de blessures émotionnelles, et que je n'étais pas formatée pour prendre du poids. Ensuite, quand j'ai déménagé, hein, quand j'ai retrouvé ma mère et mon beau-père et que je suis allée vivre en Île-de-France, j'ai commencé à grossir à ce moment-là. Donc, on va dire fin de primaire, quoi, milieu, fin de primaire. Et là, les gamins, alors j'ai eu cette chance-là, mais souvent les gamins sont pas toujours très cool entre eux. Mais moi, j'avais plein de copains-copines et on ne me faisait jamais de remarques, mais je commençais à prendre un peu de brioche. Enfin, c'était vraiment vite fait, quoi. On m'a jamais, les médecins m'ont jamais dit, faut faire un régime ou faut manger moins machin. Donc voilà, j'ai fait ma vie comme ça. Je n'avais pas de crise de boulimie, mais si tu veux, j'avais quand même, comme on dit, un très bon coup de fourchette. Mais moi, c'est ce que disaient les gens, mais moi, je sentais quand même que c'était de l'ordre du gavage, quoi. Donc je me disais déjà, je ne savais pas ce que c'était, mais je voyais que je mangeais plus que les autres, clairement plus. Et puis après, j'ai commencé à voir que j'allais shipper de la nourriture, tu vois. J'allais au centre aéré, il y avait des petits sablés, je me rappelle, dans un placard que gardaient les moniteurs, et moi, j'allais voler des petits sablés, quoi. Et là, tu te dis, non, c'est pas normal, c'est pas normal. Je suis en train de voler de la nourriture par peur du manque. Alors, je fais un aparté, mais je parle beaucoup de ce que j'appelle les causes cachées qui nous poussent à trop manger. J'en ai répertorié une centaine. Et la peur du manque est évidemment un déclencheur immense dans la prise alimentaire, compulsive ou non. Et donc, j'ai commencé à voler machin truc. Et quand je suis arrivée au collège, donc là, j'ai quand même pris vachement de poids. Et j'ai commencé, tu sais, là, l'air de rien, milieu, fin de collège, le corps féminin commence à se sexualiser pour les garçons. Et donc, moi, avant, c'était pas un sujet, ça. Donc, les garçons commencent à vouloir sortir avec les filles, parlent du corps des filles, etc., machin. Et là, on a commencé à faire des remarques sur mon corps. Et là, ça a été très compliqué. Et là a commencé l'engrenage de, ah ouais, donc en fait, ça va pas du tout mon corps. En fait, je suis pas aimable. En fait, moi, j'aurai jamais de petits copains plus tard. Donc, il faut que je perde du poids. Et là, j'ai commencé la restriction. Et cette restriction alimentaire, qui certes m'a fait perdre beaucoup de poids, euh, elle a eu des répercussions dramatiques ensuite sur mon comportement alimentaire. Et là, mon alimentation était vraiment troublée. Je fais un second aparté parce que là, c'est essentiel et surtout pour les parents qui nous écouteraient. Euh, Faites attention, s'il vous plaît, pour l'amour du ciel. C'est normal de s'inquiéter quand on voit que son gamin prend du poids, qu'il n'est pas bien et tout, mais le réflexe n'est pas aussi simple que celui de l'emmener voir un médecin pour lui faire un régime. C'est un peu le piège parce qu'on se dit, bah, mon gamin a un problème, je veux soigner mon gamin. C'est normal, mais on ne le soigne pas de la bonne façon. Il y a d'autres façons que les régimes, et on pourra en parler si tu veux, ce n'est pas l'objet de ce podcast, mais moi, on a voulu me faire faire, j'ai voulu me faire faire un régime plutôt, et je me suis tournée, alors je ne vais pas la citer là, mais vers une marque de produits en poudre très connue et qui a des représentants un petit peu partout dans le monde. Et j'ai vu une représentante. Et donc, cette représentante voyait quand même très bien que j'avais 14-15 ans et m'a dit c'est parfait, c'est ce qu'il te faut et tout machin. Alors qu'au final, j'étais même pas, j'étais à peine en surpoids, quoi. J'étais à peine en surpoids. C'est-à-dire que c'était faire un régime, tu vois, c'était pas nécessaire, quoi. Tu bouges un peu, tu manges, tu réduis un peu les bons becs et hop, c'est parti, quoi. Donc voilà. Ouais, je suis totalement d'accord et merci pour ce message. On ne déjà, les régimes, c'est contre nature pour Ouais. quiconque et encore plus pour un être humain qui est en plein développement, en pleine croissance. Quand on parle de régime, on parle de restriction alimentaire. Derrière, la clé, c'est plutôt effectivement alors, c'est toujours un travail plus compliqué à gérer quand tu es parent, mais un travail de fond pour comprendre d'où vient cet excès alimentaire. Et puis un autre travail de fond sur l'éducation, du comment manger plus sainement, dans le sens plus vital, plus brut, plus qualitatif, surtout.
qui va de toute façon amener naturellement à une perte de poids si perte de poids est nécessaire. Le corps est bien fait, hein, si on lui apporte des choses de qualité qui vont lui permettre de fonctionner correctement. S'il y a poids à perdre, eh ben, il le perdra. S'il n'y a pas de poids à perdre, il ne perdra pas. C'est-à-dire qu'il considère que c'est son poids de santé, en fait, son poids de forme. Mais la restriction alimentaire, derrière, amène à des carences. De toute façon, nutrition, on peut très bien être en surpoids et être carencé, donc être en mauvaise santé dû à des carences, à un manque de vitamines, de nutriments, de certaines choses. Et puis derrière, ça amène à des problèmes psychologiques, clairement. Donc, Ouais. Alors, je ne suis pas une experte en nutrition, ça, je te laisse la main, mais en tout cas, oui, sur l'aspect comment aborder ce sujet. Je sais que ce n'est pas évident, hein. Je suis devenue belle maman aujourd'hui, si demain, et peut-être maman un jour, si demain mes enfants, mes beaux-enfants venaient à prendre du poids ou venaient à compulser, si je me rendais compte, je pense que ce serait vraiment pas évident non plus, puis ça me rappellerait sans doute plein de trucs. Et je pense que le premier réflexe que j'aurais, ce serait de m'asseoir avec cet enfant et de le faire parler, quoi, en fait. De lui dire qu'il n'y a pas d'interdit, que tu peux manger, que tu as le droit de manger, que tu as tout ce qu'il te faut et que je ne te priverai pas, mais parle-moi. Parle-moi de ce qui se passe, de ce que tu ressens. Absolument. Il y a un autre sujet que j'aimerais aborder, c'est notamment la notion donc on en parle un peu, c'est un peu le fil rouge, mais de dépendance à la nourriture. En fait, comme on l'a dit en début d'épisode, on a tous une relation émotionnelle avec notre assiette, ce qui est plutôt normal et humain finalement. Mais du coup, on parle aussi derrière de compulsion, de troubles du comportement alimentaire, et certaines personnes pourraient se retrouver un peu dans tout ce que l'on dit, sans forcément finalement être vraiment, entre guillemets, atteinte de compulsion, de vivre des compulsions alimentaires ou de TCA. Selon toi, quelle est la frontière? Qu'est-ce qui pourrait nous faire dire que nous sommes vraiment ou non dépendants à notre assiette? Déjà, je pense que la dépendance est un sentiment. On a le sentiment d'être attaché. Il n'y a pas réellement, par exemple, si tout le monde parle de la dépendance au sucre, etc., c'est très discutable aujourd'hui. Il n'y a pas d'accoutumance, par exemple, au sucre. On n'augmente pas les doses parce que le corps nous réclame plus, etc. Ça, c'est pas comme de la cocaïne, quoi. Par contre, si on pense que le sucre est une drogue, oui, alors ça pourrait en devenir une. Encore une fois, c'est une question de croyance. Donc, là, je reviens sur ce sujet de la dépendance. Pour moi, la dépendance, c'est un sentiment. Je pense qu'à partir du moment où on y pense souvent, voire toute la journée, qu'on pense à notre poids souvent, que c'est un problème pour nous, en fait, si je devais résumer, si on sent que c'est un problème, que ce n'est pas fluide et qu'on y pense vraiment, penchons-nous sur la question, sans se coller l'étiquette TCA, boulimie, hyperphagie, anorexie, peu importe, mais ça, on peut se faire aider d'un pro pour ça. Mais en tout cas, si c'est un problème pour nous, il faut en parler. Déjà, c'est très libérateur d'en parler et d'être compris. D'accord. Tu t'en parlais tout à l'heure également de la libération émotionnelle. Tu travailles justement en libération émotionnelle et en décodage des compulsions. C'est des mots que tu as brièvement laissé passer. Peux-tu nous expliquer du coup en quoi ça consiste exactement ce décodage des compulsions et concrètement comment ça fonctionne? Alors, ce décodage du mécanisme des compulsions, alors je ne veux pas décrire toutes les étapes, mais pour moi, il y a 5 étapes qui permettent de se libérer des compulsions. C'est avant tout de savoir s'il y a un déclencheur repérable. Parfois, ça fait tellement longtemps qu'on le fait qu'il n'y a plus de déclencheur, ou alors ça peut être tout et n'importe quoi, tu vois. Tout est bon pour manger, tu vois, pour ouvrir le frigo et pour manger. Mais parfois, quand on s'observe un petit peu, il y a des déclencheurs qui reviennent quand même régulièrement. Je pense à une cliente que j'ai eue récemment. Elle, le déclencheur, c'est toujours quand elle se trouve dans sa belle famille. Elle s'y trouve pour le coup très souvent, donc ça devient un vrai problème. Mais elle n'a jamais, jamais de compulsion ou de débordement alimentaire. Par contre, quand elle se trouve en présence de sa belle famille, pour X et Y raison, elle a besoin de compulser. Et elle a besoin, ou en tout cas son corps a besoin de prendre du poids. Alors ce qu'on a vu ensemble, c'est que ça peut être un moyen pour elle de faire face ou de faire le poids. Tu sais, comme quand on dit faire le poids, un peu la grenouille qui se foulait aussi grosse que le bœuf, c'est un peu ça. Il y a souvent des symboliques. Donc,
premier truc, voir s'il y a des déclencheurs identifiés. Sinon, dans tous les cas, c'est pas grave de ne pas connaître le déclencheur. On va apprendre à déprogrammer la compulsion et à pouvoir répondre autrement ou à ne pas répondre du tout à des potentiels déclencheurs inconscients. Mais l'idée, c'est de se libérer de ce mécanisme vraiment très emprisonnant de la réponse à la pulsion alimentaire, finalement au passage à l'acte alimentaire. D'accord. Et donc ça, tu le fais toi à travers différents Alors, entretiens, c'est ça? je le fais pas à travers différents entretiens. Euh, je le fais à travers 5 étapes que j'apprends aux personnes que j'accompagne. Je le fais, alors je vais en parler, je ne sais pas si on en parle après, mais en gros, je propose 2 choses aujourd'hui. Il y a l'accompagnement entre guillemets à la carte, où on fonctionne étape par étape, séance après séance, et j'ai un programme complet où là, qui est beaucoup plus intensif, où là, on traite de l'hyperphagie boulimie, des compulsions, de la dépendance, des kilos émotionnels, etc., par module. Après, sur l'aspect libération émotionnelle, tout le monde n'en a pas besoin. Il y a des personnes pour qui la libération, enfin, se libérer de la compulsion suffit. Il y en a d'autres, comme ça a été mon cas, comme c'est le cas de beaucoup de personnes que j'accompagne, il y a un volcan littéralement en dessous ces compulsions. Et comme tu le disais tout à l'heure, les compulsions sont que la face visible de l'iceberg. Donc là, non seulement on va traiter l'aspect réussir à ne plus répondre à la compulsion, très concrètement, parce qu'il faut quand même des résultats concrets au quotidien, pouvoir se sentir libéré. Et en même temps, je vais travailler en EFT, donc Emotional Freedom Technique, en EFT, en hypnose, et avec d'autres diverses techniques, notamment en bioénergie, etc., de libération énergétique et émotionnelle, pour que les personnes puissent vider leur sac, vider le volcan, et se sentir vraiment, vraiment libre. C'est-à-dire libérer de la compulsion et libérer des émotions engrammées qui peuvent avoir tendance à générer de la compulsion. D'accord. Donc l'EFT, oui, c'est pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est ce qu'on appelle aussi le tapping, si je ne me trompe pas. C'est ça. Ouais, la méthode de tapping. C'est ça. Oui, donc effectivement, il y a plein de différentes étapes, plein de différents outils possibles et que tu as à ta disposition pour accompagner. Énormément d'outils. Parce qu'on ne fera pas forcément. Il y a des personnes qui ne sont pas du tout réceptives à l'EFT, on ne va pas partir là-dessus. J'ai une cinquantaine d'outils que je peux proposer. Alors, bien sûr, on ne fait jamais tout ça, hein, mais en tout cas, une boîte à outils fournie qui permet de pouvoir aider tout un chacun. D'accord. Si là, une personne nous écoute en ce moment, une auditrice, est en train de se dire j'ai envie de perdre du poids, qu'est-ce que tu lui répondrais? Je lui poserais des questions sur le poids. Je lui dirais ce poids, est-ce qu'il date de longtemps? Est-ce qu'il est arrivé après un événement particulier? Est-ce que tu sais ce qui t'a fait grossir? Le coaching, c'est vraiment l'art du questionnement. C'est-à-dire que le premier truc, c'est savoir quand est-ce que ce poids est arrivé et est-ce que la personne sait pourquoi. Parce qu'après tout, si par exemple ce poids est arrivé suite à un deuil, suite à un trauma quelconque, le régime, c'est juste absurde. Je demanderai aussi à la personne si elle a déjà fait des régimes, si ce poids est issu de yo-yo, si ce poids est apparu suite à des restrictions. Enfin, c'est surtout du questionnement. Et moi, ce que je pourrais rajouter, si je peux me permettre. C'est ton podcast. Il y a cette notion, effectivement, d'où vient cette prise de poids. Et moi, je questionnerais sur pourquoi réellement vouloir perdre du poids. D'où vient cette volonté, justement, et non pas cette attention peut-être, cette volonté de perdre du poids? Est-ce qu'elle vient du fait que j'ai passé X heures sur Instagram à avoir des corps dits parfaits? Est-ce que ça vient de mon médecin qui m'a dit que j'allais mourir? Est-ce que ça vient du fait que j'ai mal aux genoux quand je monte mes escaliers? Voilà, d'où ça vient pour comprendre en fait derrière aussi quelle est la pureté, on va dire, de cette volonté de perte de poids, j'ai envie de dire. Ouais. Et peut-être mettre le doigt sur une éventuelle future, un futur trouble du comportement, parce que si derrière on veut perdre du poids parce qu'on a vu, parce qu'en ce moment on parle de détox à l'automne, on parle de préparer son corps au fait de fin d'année, donc faut vite perdre du poids pour se faire une marge en fait de manœuvre pour accueillir derrière la bûche de Noël. Il y a plein de messages comme ça, marketing, qui sont tellement bien ancrés dans notre inconscient
qui ne sont pas pour moi des raisons valables pour entamer une démarche éventuelle de perte de poids si c'est nécessaire. Donc, Je te remercie de tenir ce discours, c'est vraiment important et c'est une question qui est essentielle, c'est vrai. Le pourquoi, il doit être intrinsèque, il doit être vraiment... J'aime beaucoup ce que tu utilises comme terme, c'est-à-dire la pureté de la pureté de la décision ou du choix, c'est-à-dire que par pureté, j'imagine que tu entends le fait que ça vienne vraiment de la personne. Retrouver le vrai pourquoi intrinsèque de la personne, non pas des pourquoi extérieurs. Ouais. Et d'ailleurs, ça me fait penser, quand j'étais ado, le fait de perdre du poids alors que j'en avais pas vraiment besoin et donc me cloquer des régimes infernaux, c'est vraiment né des remarques que j'ai pu avoir d'autres ados ou de me dire, bah mince, je pourrais pas plaire aux garçons si j'ai trop de fesses, trop de seins, trop de ventre, enfin tu vois. Absolument. C'est pas lié à moi. Moi, je me sentais quand même bien, quoi. Bah, souvent, quand on fait des choses, et ça, c'est le cas pour le poids, mais comme plein d'autres choix qu'on peut faire dans notre vie, pour plein de projets aussi de vie, quand on fait des choix par la pression de notre environnement, donc pas une motivation intrinsèque, mais plutôt une motivation extrinsèque, derrière, il y a des conséquences qui ne sont jamais très, très saines, en fait, pour soi, réellement. C'est la même chose quand tu arrêtes de fumer. Si tu décides d'arrêter de fumer parce qu'on te l'a rabâché X fois, bah derrière, c'est soit peut-être un échec, soit tu refumes encore plus, soit ou tu vis très, très mal. Quand il y a eu un réel déclic profond en soi, généralement, après, le chemin aussi est plus digeste, disons. Oui, c'est très juste. Et j'aime beaucoup le mot digeste, et puis surtout plus digeste, et puis durable, Ouais. et puis plus agréable, parce qu'on peut voir aussi ça comme un parcours, un voyage en fait. Et donc un voyage, c'est agréable. Exactement. Moi, je vois vraiment la vie comme un voyage et C'est trop comme chouette. un enchaînement de montagnes. Il faut que l'ascension soit aussi belle que la descente et qu'une fois une montagne gravie, ben, il y en a toujours une autre à gravir. C'est ça. Alors, pour les personnes qui écoutent ce podcast ne verront pas le visage d'Alexandra, mais alors, c'est un visage qui s'est illuminé quand elle parlait du voyage avec les montées et les descentes. C'est très, très chouette. Merci Ouais. beaucoup. En plus, j'aime le voyage, j'aime la rando, donc moi, j'adore cette métaphore. Oui, oui, ça se voit. Ça se voit. Bon, bah, chouette, j'adore cette conversation. Mais Moi aussi, je suis trop fan. on arrive tranquillement à la fin de l'épisode. J'ai quelques petites dernières questions pour toi. Aujourd'hui, comment honores-tu ton corps de femme? De plein de façons. De plein de façons. Ma coach adorerait m'entendre parce que ça n'a pas toujours été ça. Je me suis toujours cachée derrière des attitudes très, 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 très masculines et j'ai beaucoup masqué ma féminité par le passé. Aujourd'hui, je l'honore de plein de façons. J'adore les spas, j'adore les massages, j'adore l'automassage, un truc qui me paraissait complètement niais par le passé, mais aujourd'hui, je vois vraiment l'intérêt. Je l'honore en méditant tous les jours, mais vraiment, vraiment tous les jours. Je ne peux pas passer une journée sans faire une méditation ou une auto-hypnose. Et donc, je vois les bénéfices sur mon corps et sur mon bien-être. Je l'honore avec plein de rituels de soins et de beauté. Pareil, j'ai des cheveux afro, donc les cheveux afro, je te laisse imaginer le temps que ça peut prendre. Et ben, je prends plaisir à prendre ce temps-là. Donc voilà, de plein de façons. Souvent des rituels beauté, bien-être, beaucoup de tisanes, de bon vin aussi, parce que merde. Un Bah bon ouais, vin. un bon vin. Donc je choisis des bons vins, toujours des bons vins, voilà. Mm. Et puis je m'amuse, je vois des potes, je sais pas, c'est pas juste des rituels bien-être comme ce qu'on veut entendre des rituels bien-être. Pour moi, le bien-être, c'est vraiment, c'est comme manger sain. Manger sain, c'est un tout. Manger sain, c'est pas juste manger cru ou des carottes ou jeûner ou machin. Manger sain, c'est être en accord avec ce qu'on mange. J'essaye le plus possible de l'être. Et bien sûr, il m'arrive aussi de ne pas l'être et c'est OK. Mm. C'est ça aussi, être en accord avec ce qu'on mange. Enfin, c'est de se dire, je mange quelque chose qui peut-être n'est pas sain, mais je sais pourquoi je le mange et à un instant T, c'est ça dont j'ai besoin et c'est ça qui me procure du plaisir et c'est ce plaisir dont j'ai besoin maintenant. C'est ça, être OK et manger sain aussi. C'est manger sain, c'est Exactement. avoir une relation saine avec son assiette. Exactement. Et, Alors, je suis désolée, je vais te jeter plein de fleurs, Ah, mais quel bonheur d'entendre une naturopathe tenir ce discours. Merci, merci, merci Alexandra.
Je pense que c'est mon passé qui fait ça, mais écoute, je t'en prie. Mais ouais, ouais, c'est comme ça. Effectivement, moi, j'ai toujours un peu de mal quand je suis face à des clientes qui viennent me voir pour finalement perdre du poids, etc. Parce que derrière, je sais que je vais aborder la question d'une manière très atypique par rapport à ce qu'elles attendent, certainement. Et ça Ouais, peut mais à nous de perturber diffuser ce pas. message. Comment? À nous de diffuser ce nouveau message, Ouais, et tant mieux si ça perturbe, parce qu'il faut ouais, que ça change, il faut que ça change. On est dans une voie de garage, il faut que ça bouge. ouais, Il est absolument. possible de perdre du poids, de retrouver, entre guillemets, son poids de forme, son poids de vie, son poids d'équilibre, on appelle ça comme on veut, d'une manière tout autre que celle de la restriction, qui, on le rappelle, n'est pas de l'amour. Et le corps, il réagit à quoi? Il réagit à l'amour. C'est Mm, concret, hein, c'est pas juste de la spiritualité de brocante que je mm, fais. L'énergie d'amour, qui est tout à fait mesurable dans le corps, elle guérit tout. Elle guérit tout. Donc, il faut en passer par l'amour. absolument. En fait, la naturopathie, pour moi, c'est faire confiance à la nature. Et, et aujourd'hui, faire des régimes, c'est contre nature, en fait. On pousse, on va à l'encontre de quelque chose. On vient enlever des choses. Et comme par exemple aussi manger ultra transformé, quelque chose que l'homme a conçu de ses propres mains, qui est complètement dégueulasse, c'est aussi contre nature. Mhm, mhm. C'est pas pour autant que parfois on peut se faire un McDo parce qu'on a envie de ça et que c'est plus pratique et qu'à l'instant T, ça nous décharge mentalement parce qu'on n'a pas eu le temps de faire autre chose. Mais c'est différent de manger McDo matin, midi et soir parce on est dépendant du McDo. Donc, en Mhm, fait, ça mhm. dépend vraiment de comment on voit les choses. Mais pour moi, c'est ça la naturopathie. C'est vraiment faire confiance à la nature et que ce soit pour perdre du poids en faisant des régimes, ça c'est contre nature, que avoir un régime alimentaire axé sur du fast-food quotidiennement, c'est aussi contre nature, puisqu'on ne mange pas des choses de la nature. Et puis Donc, perdre du poids, on pourrait peut-être même se dire que perdre du poids, c'est contre nature, parce qu'un truc ouais, qu'on perd, il y a peut-être le risque de le retrouver aussi. c'est Donc, ça. d'où le yo-yo. Mais par contre, relâcher son poids, laisser partir son poids ou revenir à son poids, Mhm. c'est tout à fait différent. Et c'est important de le prendre aussi sous enfin, de faire Mhm. confiance à la symbolique. Ouais, et faire confiance à son corps et il le fera ce dont il a réellement besoin en fait. Perdre du Il fait poids le job. ou en prendre si c'est nécessaire. Exactement, il fait le job. Il fait le job, absolument. Euh, Quelle différence il y a entre la Aurore d'il y a 3 ans, je sais que tu nous as parlé, et la Aurore de maintenant? Oh là là, tout, tout. La Aurore d'il y a 3 ans était une Aurore faussement heureuse, beaucoup dans le combat, très très combative, voire parfois agressive et auto-agressive. La Aurore d'aujourd'hui a déposé les armes, a accepté, vraiment, j'ai pas eu le choix, a accepté sa vulnérabilité, puisque ben, je suis humaine, donc je suis vulnérable par essence. C'est une Aurore qui retrouve la vraie joie, ce qu'est la vraie joie profonde et qui découvre l'amour sous toutes ses formes, l'amour de soi notamment sous toutes ses formes. Voilà la grande différence. Et après, tout le reste, la ville où elle habite, etc. Tout, Un beau programme c'est en une tout aurore cas en c'est une 3 ans. aurore qui a plus de poids, qui a beaucoup plus de poids qu'il y a 3 ans, Mm, mais qui sait que ce poids va repartir à son rythme. mm, Ou peut-être pas d'ailleurs, mais je pense que si. mm. Incroyable. Tu avais 3 conseils à partager à nos auditrices aujourd'hui en lien avec ta propre expérience. Quels seraient-ils? Euh, alors, bon, c'est un peu commun, mais ne commencez pas de régime. Alors, je vais le dire autrement. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance sur l'aspect alimentaire. Faites confiance aux envies pour lesquelles votre corps, enfin, que votre corps appelle. Elles ne sont pas là pour rien. N'ayez pas peur de vous dire, bah, si jamais je mange du McDo cette fois-là, bah, je vais avoir envie de manger du McDo tous les jours. Non, votre corps, il ne va pas avoir envie de manger du McDo tous les jours. Euh, Écoutez vos envies, voilà, parce que si vous les écoutez pas, si vous cherchez à les contrer ou à les fuir en permanence, elles vont vous rattraper vitesse grand V et démultiplier. Ça, c'est le premier truc. Refaites confiance à votre corps et suivez ses envies. Deuxième truc, libérez vos émotions, libérez-les. Je veux dire, tiens, puisqu'on est dans un podcast de naturo, il y a des choses essentielles dans le fonctionnement du corps et parmi ces 4-5 points essentiels, il y a l'élimination. Si on n'élimine pas les émotions, si on les garde en nous, ça n'a aucun sens. Je ne sais pas, ce serait comme jamais aller aux toilettes, ce serait Non. fou.
Les émotions, c'est pareil. On n'est pas un espace de recueil, on est un espace d'accueil. Même si c'est pas facile et des fois c'est franchement chiant d'accueillir certaines émotions difficiles, on les accueille, on les traverse, on se fait des gros câlins et elles passent. Elles passent toujours. Donc accueillez-les et pour celles qui sont engrammées depuis longtemps, libérez-les. Et si vous n'y arrivez pas par vous-même, faites-vous accompagner. Ça, c'est le deuxième truc. Et le troisième truc, c'est l'amour de soi. C'est pas, pour reprendre ce que disait Alexandra, le faux amour de soi. C'est pas se regarder dans la glace et se dire je t'aime 10 fois alors qu'on n'y croit pas une seconde. Ne pas s'aimer, accepter qu'on s'aime pas, c'est aussi de l'amour de soi finalement, parce qu'on ne renie pas une émotion. Mais par contre, ensuite, qu'est-ce que je peux faire pour me donner plus d'amour? Peut-être lâcher mon job qui me fait chier, peut-être parler à mon mec ou à ma nana, peut-être arrêter de me parler comme à une merde toute la journée. Petit à petit, et plus vous allez faire des actes d'amour pour vous poser vos limites, etc., et plus vous allez entrer dans le vrai amour, et pas l'amour et la fausse acceptation de soi. Voilà les 3 conseils. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Alexandra. Je reviens sur le premier conseil que tu disais concernant l'envie, faire confiance et assouvir ses envies aussi. Finalement, je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Il y en a qui pourraient se dire oui, mais si je fais que ce dont j'ai envie, je vais faire des excès, en fait. Je vais partir en cacahuète. Mais en fait, non, ce qu'il y a derrière la notion de écouter ses envies, c'est en fait déjà écouter, en fait, apprendre à écouter. Et si on voit que ces envies reviennent, ça peut être aussi un super indice de quelque chose. Et ne pas les écouter, c'est comme les émotions, c'est les enfouir en fait. C'est exactement comme les symptômes. En naturopathie, on n'est pas là pour cacher le symptôme. Le symptôme, c'est la manière dont le corps peut nous communiquer quelque chose. Et donc, si on ne sait pas, si on empêche la personne d'aller aux toilettes parce qu'elle a la diarrhée, par exemple, alors qu'elle a quelque chose à expulser, comment on peut comprendre le mal, en fait, originel? Et c'est pareil pour l'envie, finalement. Si on ne fait que si on ne fait pas si on les écoute pas, si on les assouvit pas, on peut pas aussi prendre conscience qu'il y a des envies qui sont peut-être répétitives et essayer de comprendre, dire qu'est-ce qui se cache derrière dans ce cas? Quel travail je vais devoir faire et je vais pouvoir faire? Exactement. Exactement. Et ça fait partie des étapes justement pour aller décoder le mécanisme des compulsions. C'est très important ce que tu viens de dire. Bon, j'ai une toute dernière question pour toi et après, je te laisse. Est-ce que tu aurais des ressources, donc des lectures, vidéos ou podcasts, coup de cœur à nous partager et à conseiller? Ah oui, des millions, mais je vais essayer de faire court. Le premier qui me vient en tête, ça a été mon mentor ces 3 dernières années, justement. C'est Joe Dispenza. Donc, Dispenza, ça s'écrit Dispenza. Joe Dispenza, qui est un ancien chiropraticien, qui est aujourd'hui et depuis très longtemps chercheur en neurosciences. Pour la petite histoire, c'est un monsieur qui a eu un accident, qui s'est retrouvé, à qui on a dit qu'il ne marcherait plus jamais, et il s'est dit, moi je crois que si, c'est possible de marcher, et il s'est remis à marcher, et il vous explique comment, mais surtout, Joe Dispenza parle de l'importance de nos croyances, de nos pensées, de notre esprit et de l'impact qu'il a sur le corps. Et il nous explique très concrètement et de manière accessible et quotidienne comment faire pour transformer ce qui nous fait souffrir, ce qui nous fait du mal, tant physiquement que moralement, au travers de pratiques quotidiennes de répétition, de méditation. Et ces livres sont extraordinaires. Je vous en conseille 2 en particulier. C'est Le placebo, c'est vous. Et Rompre avec soi-même pour se créer à nouveau. Ce sont 2 ouvrages qui existent à l'audio également et qui sont extraordinaires. Je dis vraiment extraordinaires. Et n'hésitez pas à jeter un œil sur son Instagram. Vraiment, je fais sa promo, mais pour moi, c'est mon mentor absolu et son travail a vraiment m'a aidé à sortir de l'ombre, quoi. Pour l'aspect alimentaire, il y a un bouquin que j'aime beaucoup qui a été écrit par un psychiatre qui s'appelait Roger Gould et le livre s'appelle Non à l'alimentation de consolation. Alors ce bouquin, c'était une bible pendant un temps pour moi, je le mettais toujours sur la table de chevet et c'est un type qui vous explique comment faire étape par étape pour se libérer de ce qu'on appelle la transe alimentaire. Donc, souvent, on est complètement déconnecté de soi et on se retrouve à faire des crises compulsées, etc. Donc, bouquin juste pas très très connu, mais vraiment génial.
Et puis, est-ce que je recommande un troisième bouquin pour la route? J'en ai pas qui me vient en tête. Parce qu'en fait, j'en ai trop qui me viennent en tête. Du coup, j'en ai pas un en Ça peut être sinon une vidéo ou un particulier. podcast pour varier les plaisirs. Ouais. Je vous conseillerais de suivre. Oui, alors j'écoute beaucoup. Le truc, c'est que c'est très axé sur l'hypnose, sur la méditation, etc. Mais il y a des superbes chaînes YouTube qui permettent justement la libération émotionnelle. Et il y a une chaîne, plusieurs chaînes que j'adore, dont la chaîne de Stéphanie Dordain, qui est toute bienveillante, très accessible. Et ses programmes d'hypnose sont juste magiques. Donc, vous pouvez aller jeter un coup d'œil à sa chaîne YouTube. Voilà, parce qu'après, il y en a vraiment trop d'autres. Et en tout cas, c'est la première qui m'est venue en tête. Donc, je me dis que c'est pas pour rien. Bah écoute, merci beaucoup parce que moi, ce sont des ressources que je ne connais pas. Donc, ça me permet aussi d'élargir un petit peu mes références, ma bibliothèque. Donc, merci beaucoup pour cette pépite. Avec plaisir. Et vraiment, dernière question, où est-ce que nous pouvons te retrouver? Alors, vous pouvez me retrouver sur mangeuselibre.fr, tout simplement, mangeuse libre tout attaché et au singulier. Mangeuselibre.fr, on retrouve mes chroniques Instagram, mes podcasts, mes articles de blog, mes actus, blablabla, etc. Et puis sur le compte Instagram, Mangeuse Libre. Parfait. Je pense que c'est plus simple. Ouais, c'est tout simple comme ça. Écoute, merci beaucoup. Je mettrai tous les liens pour te retrouver, également tes ressources que tu nous as partagées juste avant en description de cet épisode et dans l'article qui en sera lié. Super. Et puis, écoute, je te remercie vraiment énormément, Aurore, d'avoir passé ce beau moment en ma compagnie, d'avoir pris le temps de partager ton intimité, tes évolutions de vie aussi, tes conseils bienveillants et concrets également sur ce sujet qui nous concerne, je pense, malheureusement presque toutes. Enfin, malheureusement. Beaucoup, ouais, c'est clair. Faut pas forcément être des fatalistes, encore une fois. Hein, c'est pas malheureusement, c'est juste... Oui, on peut se libérer, c'est le mot de la fin, mais on peut vraiment se libérer, Dieu merci. On peut se libérer, ça c'est un message important. Et deuxième message important, c'est l'alimentation émotionnelle. Ce n'est pas la bête noire. Ça, je pense que c'est un deuxième message très important qui est fondamental, je pense aussi. Tout à fait. Okay. Et alors, plaisir partagé, j'étais ravie et honorée aussi de faire ce podcast avec toi, que j'ai trouvé surprenant et tant mieux. Ça fait du bien et ça m'a réveillée, tu vois, j'ai plus le jet lag des vacances. Et non, merci, c'était vraiment très riche et très étayé et vraiment, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Eh bien, écoute, je te souhaite une très belle continuation, un bon retour de vacances, un bel automne. Merci beaucoup, à toi aussi et à vous toutes aussi. Prends bien soin de toi, à bientôt. Merci, à bientôt Alexandra. Je te remercie de nous avoir écoutés jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère que mon échange avec Aurore aura éveillé certaines prises de conscience en toi, notamment sur ta relation avec ton assiette, tes émotions, ton passé ou encore le rapport à ton corps de femme. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à nous les poser à moi ou à Aurore. Comme d'habitude, je mettrai toutes les informations mentionnées à l'écrit dans un article disponible sur mon site internet, dans la section blog et podcast. Le lien est encore et toujours en description de cet épisode. Et si le sujet du jour t'a plu, eh bien je t'invite 1. à t'abonner au podcast sur la plateforme d'écoute de ton choix pour être notifié de la sortie des prochains épisodes. 2. à rejoindre la communauté Hygiène de vie en t'inscrivant à ma newsletter que tu trouveras sur mon site internet. Et 3. à le partager à une amie via les SMS, le mail, WhatsApp ou encore grâce juste à ta voix, puis à faire une copie d'écran de l'épisode et à la mettre en story sur Instagram en me mentionnant @AlexandraPortailNaturo et en mentionnant le compte d'Aurore @MangeusLibre pour que nous puissions te repartager et te remercier en retour. En attendant, je te donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode. Ciao!